Fred Lichtel me dit « La défaite de Lyon et les résultats des autres équipes ont pour conséquence que Lyon aura peu de chances de jouer à la Ligue des Champions et c'est un coup dur énorme d'un point de vue financier pour l'année prochaine par rapport à la DNCG. » On ne sait pas, je veux dire, les dernières nouvelles qu'on a de la DNCG, c'est la rétrogradation de Lyon en Ligue 2 à titre conservatoire qui a été prononcée en début d'année. Depuis, Lyon n'est pas repassé devant la DNCG. Maintenant, comme tout ce qui se passe avec Textor, il y a un flou absolu sur les finances du club. S'il y avait que sur les finances du club, on a l'impression que tous les bijoux de famille de l'OL sont ou vont être vendus. Et c'est assez terrible de voir ça. Ce qui peut sauver Lyon en cas de non-participation à la Ligue des Champions, c'est qu'il a quand même des joueurs qui valent beaucoup d'argent. Fofana, Cherki, Mikotadze, Tagliafico. Tagliafico, il me semble qu'il est en fin de contrat. C'est quand même terrible d'avoir un des très grands clubs français qui a été vendu à un bonimenteur, à une diseuse de bonne aventure, un mec qui fait joujou. Et moi, je veux bien qu'on dise oui, c'est des méthodes à l'américaine, vous pouvez pas comprendre, mais voilà. Non, bien sûr qu'on peut comprendre. On peut comprendre qu'il fait n'importe quoi et qu'il met le club en grande difficulté. C'est comme avoir viré Sage pour prendre Fonseca. On voit aujourd'hui que ça n'a aucun intérêt. Comme virer Prud'homme sur des raisons qu'on connaît même pas. Tout est flou, tout est opaque et tout est fait en dépit des bons sens. Puis tout ça coûte de l'argent, quoi. François me dit, pour la saison prochaine, as-tu réfléchi pour faire des lives pendant certains matchs pour avoir tes impressions et répondre à des questions en direct? Alors, répondre à des questions en direct, probablement, oui. Faire des lives pendant les matchs, non. Parce que moi, j'aime pas parler pendant les matchs. Et je veux dire, voilà, il y a des mecs comme l'immigré parisien qui font ça avec une passion incroyable. Voilà, moi c'est impossible que je fasse le tour de ma chaise en me mettant torse nu parce que il y a eu un but dans un match. Je suis pas comme ça, c'est pas ma nature et je pense que ce serait très chiant de regarder un match en live commenté par moi. Donc je vais pas vous infliger ça. Fred Lichtel me dit « Beaucoup de personnes pensent que le PSG a faussé le match. Ayant vu le match avec les stats finaux, on se rend compte que la victoire du Racing est assez chanceuse. Qu'en pensez-vous » Je pense comme toi. Je pense comme toi et je pense que ceux qui disent que le PSG n'a pas tout fait pour gagner ce match à Strasbourg n'ont pas vu le match et se basent juste sur le résultat et la compo d'équipe de Paris. Alex Penon me dit « Peux-tu nous dire quels seront les résultats des travaux du stade de la Méno une fois terminés? L'architecture du stade va-t-elle évoluer? Un mot également sur cet horrible parcage visiteur aux allures de cage perché dans un angle. » Oui, alors perché dans un angle, la Méno, c'est pas San Siro, t'es pas non plus de très haut dans les airs. Moi, il m'a jamais choqué le parcage visiteur. J'ai jamais entendu d'ailleurs de visiteurs se plaindre. Après, ils parquaient comme tous les parcages visiteurs dans tous les stades où effectivement, malheureusement, il y a des grillages, des filets de protection. Mais ça, si vous voulez, ce sont les règlements qui imposent ça. Sinon, pour les changements et les travaux, le stade, ne changera pas d'architecture dans sa globalité, si ce n'est la nouvelle tribune, qui sera donc livrée en début de saison prochaine, qui sera la tribune d'honneur, avec la tribune d'honneur, les places les plus chères, et surtout les loges avec toutes les hospitalités. C'est effectivement cette tribune qui sera la plus grosse source de revenus pour le club cette saison, et c'est d'ailleurs ces revenus qui ont grandement manqué au Racing cette saison, mais bon, ça c'était prévu, planifié et financé par Blueco. Mais voilà, je pense que les travaux de la tribune avancent très bien, et j'espère être à l'inauguration de cette tribune au mois d'août l'année prochaine, puisque je ne serai pas encore opéré du genou, donc je pourrai y aller.
Pépito me dit, Eric Roy n'a toujours pas prolongé son contrat à Brest. Selon toi, attend-il un autre club ou juste avoir des garanties pour le mercato avant de prolonger? Les deux, à mon avis. Je pense que il est dans une phase de réflexion. Je pense que l'envie de rester à Brest est importante chez lui. Mais effectivement, peut-être que si un grand club déboule, peut-être qu'il fera un autre choix. Mais effectivement, je pense que dans son esprit, pour l'instant, la priorité, c'est de rester à Brest. Matt Parker me dit, j'ai vu un article sur Eurosport concernant les supporters de Strasbourg et je ne savais pas que le mal était si profond. Ils ont peur que le club perde son identité et préféreraient les matchs de national contre Carquefou. Manque-t-il d'ouverture d'esprit? Oui, j'ai lu aussi ce papier assez scandaleux. Scandaleux parce que erroné, parce que il donne une vue tronquée de la chose. On a l'impression, en lisant ce papier, que l'intégralité des supporters de Strasbourg sont contre Glouko et la multipropriété, alors que, à l'évidence, la réalité des choses est totalement différente. On a donc, on va dire 200 meneurs des UB et de la fédération des supporters qui font grève tous les premiers quarts d'heure, de moins en moins imités par le reste du stade. Pendant les 15 premières minutes contre Paris, on a vraiment entendu des acclamations venant d'autres tribunes. Et je pense que tu peux faire un papier, effectivement, en donnant la parole à un responsable des UB et à un mec de la fédération. Moi, ça me pose aucun problème. Mais dans ce cas-là, fais le boulot honnêtement et va voir des supporters qui sont en faveur de la multipropriété et de Glouko. Et crois-moi, c'est pas dur à trouver. François Bréhin me dit, comment expliques-tu la saison à deux visages de Lille, brillant jusqu'à leur élimination en Ligue des Champions et décevant depuis? Faut pas oublier que Lille a super performé pendant les phases de poule de Ligue des Champions, avec pourtant énormément de blessés. Il y a beaucoup d'organismes qui ont été grandement sollicités. Faut pas oublier que Lille a joué 10 matchs de plus que Marseille, par exemple, cette saison, et 10 matchs, c'est presque un tiers de saison, et c'est important. Et surtout quand tu as des blessés, tu es obligé de faire plus jouer certains joueurs que tu ne le pensais. Donc voilà, effectivement, je pense que Lille a un petit peu de mal à finir la saison sur le plan physique. Un joueur comme Jonathan David, qui a par exemple énormément joué, pioche vraiment là dans cette fin de saison. Mais c'est logique, et pour l'instant, au niveau du classement, ils tiennent encore le coup, quoi. François Bréhin me dit, on dit que Paris fausse le championnat, mais quid des équipes du ventre mou, Auxerre, Rennes, Brest, qui sont en vacances depuis 3 semaines et lâchent des points à droite à gauche? Quand est-ce que les gens vont comprendre que c'est l'essence même d'un championnat? Oui, c'est marrant. Rennes gagne pas un match et puis tout le monde s'en fout. Brest a joué en marchant à Marseille et tout le monde s'en fout. Paris a eu 63% la possession de balle à Strasbourg et a quand même perdu, et c'est le scandale de l'année. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est le traitement spécial Paris, ça. François Bréhin me dit, penses-tu que Marseille puisse réussir à conserver Adrien Rabiot cet été, vu son niveau bien supérieur au reste de l'équipe? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Adrien s'est vraiment très bien relancé en faisant le choix de Marseille, qui n'était pas non plus pourtant un choix qui coulait de source pour lui. Et vraiment, effectivement, il domine de la tête et des épaules cette équipe. Après, j'ai envie de dire, c'est son choix. Est-ce que on verra à ce moment-là si son attachement à Marseille est réel ou s'il est un peu fin? Avec Rabiot et sa mère, on a appris à ce qu'il y ait des grosses surprises, et on ne sait pas si effectivement, si un très grand club européen se présente à lui avec une grosse proposition, si là on pourra juger de son vrai attachement à l'OM. Geoffrey Gagneur me dit, 6 clubs qui se disputent une place en Ligue des Champions, c'est assez rare pour être souligné. Pour vous, quels sont les clubs pour qui une non-qualification en Champions League sera le plus préjudiciable? C'est clairement les équipes qui ont des budgets bâtis pour jouer la Ligue des Champions. Marseille, Lyon et Monaco.
pour Nice, Strasbourg et voire même Lille, c'est pas quelque chose de vital et de fondamental. Je veux dire, Lille a un budget parfaitement sain, totalement équilibré, et pourrait parfaitement jouer une saison en Europa League. Et ce serait déjà une très belle performance pour Strasbourg, voire même pour Nice. Mais c'est évident que les équipes qui ont besoin de la Ligue des Champions, c'est Lyon et Marseille surtout. Bon, Monaco, c'est un petit peu différent. Mais il est évident que sans Ligue des Champions, pour Lyon et pour Marseille, ce serait très compliqué. Yvous me dit, Rennes est en pleine débandade en cette fin de saison. On a l'impression qu'ils sont en roue libre et attendent les vacances avec impatience. Quel secteur faut-il reconstruire en priorité? Faut-il conserver Seko Fofana? Il fallait y penser avant de le reprendre. Hein. Il fallait y penser avant de balancer un salaire pharaonique à un joueur qui jouait d'ailleurs même pas spécialement en Arabie Saoudite et qui donc, à l'évidence, allait arriver totalement à court de forme à Rennes. On voit que l'apport de Seko Fofana dans le jeu rennais est quasi nul depuis son arrivée. Mais il n'est pas le seul, hein. Altamari, ça sert à rien. Le japonais du Celtic, il a déjà disparu de la circulation. Brassier, c'est très compliqué. Bon, t'as Genreau et Jacquet qui sont plutôt pas mal et Brice Samba qui reste un des bons gardiens du championnat. Mais c'est quand même extrêmement compliqué pour cette équipe qui a accumulé 2 mercatos catastrophiques, un dans le sens des départs et des arrivées l'été dernier, et un dans le sens des arrivées cet hiver. Je l'ai dit, Stéphane a du sang sur les mains parce que tous les joueurs français qui ont quitté le club, ils ont quitté parce qu'il n'était pas question de continuer avec lui, que ce soit les frères Doué, Lefebvre, Terrier, Bourigeaud, tout ça, c'était terminé, ils voulaient plus en entendre parler. Et derrière, Massara a fait un recrutement catastrophique de joueurs étrangers, plutôt de seconde zone, qui sont arrivés à Rennes pour courir le cacheton. Là-dessus, tu prends Sampaoli qui est arrivé comme un cheveu sur la soupe, et maintenant c'est à Baye de se démerder avec un effectif qui n'a aucun sens, et Loïc Désiré qui doit reprendre tout ça l'année prochaine. Je lui souhaite bien du plaisir. Geoffrey Gagneur me dit, vous dites ne pas regarder l'auteur des questions dans vos choix pour votre face à Pierrot hebdomadaire, mais est-ce que vous vous attachez quand même un peu à vos questionneurs habituels? Attacher, c'est un bien grand mot, mais bon, je vois bien qu'il y a des noms qui reviennent toutes les semaines. Je vois aussi qu'il y a des gens qui me posent des questions avec beaucoup d'application, avec beaucoup de réflexion, et évidemment que j'apprécie ça. Et encore une fois, le but du jeu pour moi, c'est d'avoir 1h15, 1h30 de questions de bonne qualité. Et je suis content que ça fasse plaisir à des gens d'avoir leur nom cité, mais c'est pas le but de la manœuvre. Winter Joseph, tiens, on en parlait justement. Depuis le sac de Yannick Noah en 83, aucun Français n'a remporté Roland Garros. Comment expliquer un tel vide? Manque de talent, lacune dans la formation, pression médiatique trop forte, ou simplement une domination étrangère beaucoup plus importante? C'est même pas gagner Roland Garros, c'est même pas gagner un grand chelem. Parce que ce qu'il y a de terrible en France, c'est qu'on a décrété que, comme t'es français, tu dois forcément être très bon sur terre battue. Or, parmi nos joueurs français, un des meilleurs espoirs de Grand Chelem, ça a été Wilfried Tsonga, dont la terre battue n'était pas forcément la meilleure surface. Après, les Tsonga, les Gasquet, les Simon, les Monfils, ils ont eu la malchance de tomber dans l'époque Federer, Nadal, Djokovic, Murray. Et ils étaient de toute façon moins forts que ces 4 mecs-là, qui trustaient quasiment tous les grands chelems, hein. Je crois qu'ils ont gagné tous les grands chelems pendant 7 ans, sauf Silic une fois et Del Potro une fois. Donc, pas vraiment de déception à ce niveau-là, même si je pense que les deux qui étaient le plus proches de gagner un grand chelem, c'était Monfils et Tsonga.